actuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode de rentrée scolaire complètement suffocante dans les classes, 2 centres de services scolaires décident même d'interrompre les cours mercredi. Hausse des taux d'intérêt, les oppositions demandent à François Legault d'interpeller la Banque du Canada pour demander un gel. François Legault, lui, refuse catégoriquement. Et la paperasse et les déplacements occuperaient 70% du temps des soignants affectés aux soins à domicile. Beaucoup de temps gaspillé. Et l'Inde, le pays, pourrait-elle changer de nom? Beaucoup de spéculations en ce moment sur le web. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Bon retour ensoleillé, rentrée radio. Toi, c'est pas un retour. T'as passé l'été, on t'écoutait le matin en ondes. Exactement, je suis heureux. En grande forme tout l'été. En grande forme, heureux quand même de me lever un tout petit peu plus tard, je t'avoue, le matin. Je te crois. Ça, c'est toujours quelque chose qui vient me faire du bien. Et là, qui dit rentrée radio, dit toujours rentrée scolaire aussi, Mario. Hein? Ouais. On est en pleine rentrée. Rentrée complètement suffocante en ce moment. Là, le mercure qui atteint là, dans certaines classes là, avec l'humidex là, 37 à 42 degrés, particulièrement dans les classes. Parce que pour le gouvernement Legault, oui, on a installé depuis la pandémie des lecteurs de CO2 dans les classes, mais des lecteurs de CO2 qui peuvent aussi comptabiliser quoi? L'humidité puis la chaleur qui se passe. Et en ce moment, pour les professeurs, outil merveilleux pour être capable de tirer la sonnette d'alarme en disant il fait chaud dans les classes en ce moment. Un environnement qui est pas bon nécessairement, non seulement pour être capable d'enseigner, mais encore plus pour apprendre. Mario, ce qui a poussé même 2 commissions scolaires différentes là, à annoncer des fermetures des centres de services scolaires, plutôt Rive-du-Saguenay, qui ont décidé d'imiter là, un autre en Outaouais, le centre de services au cœur des vallées, qui ont décidé de fermer mercredi complètement là, leur cours. Mario, ni plus ni moins, en disant « fait trop chaud, ça n'a pas de bon sens d'avoir des élèves dans les classes à cette chaleur-là ». C'est pas nouveau, par contre, la chaleur, là, quand même. C'est arrivé dans le passé aussi. C'est sûr que c'est exceptionnel comme séquence, ce qu'on vit cette semaine. Et comme intensité, il fait très chaud. Là, on n'a pas vu ça souvent. Mais de la chaleur en juin, de la chaleur en septembre. Je dis en juin et septembre, c'est les 2 mois où la chaleur et l'école se croisent. Là. Est-ce que ça peut être de nature à fermer l'école? Moi, j'avoue, je décroche. Là. Puis, je me dis, là, on va se retrouver comme celles qui vont avoir Cœur des Vallées en Outaouais vont avoir raté 2 jours. Ouais. Donc là, est-ce que tu vas te retrouver, je sais pas, moi, en janvier, un jour de verglas, où les routes sont dangereuses, où la circulation est dangereuse, de voir, mais là, des journées de neige, de tempête, on n'en a plus, on les a utilisées. Au 6 septembre, on en avait 2 d'utilisés pour la chaleur. Puis, moi, je comprendrais là, qu'on dise, regarde, on va sortir de la classe, on va faire autre chose, qu'on va adapter, ou, à la limite, que la journée, tu dis, regarde, elle n'a pas été aussi productive qu'une journée normale. Mais fermer toutes les écoles d'un centre de service scolaire, sincèrement, je trouve ça exagéré. Je pense que ça laisse aussi les parents, le matin, les parents, ça les laisse complètement désorganisés. Puis, faut se mettre à l'échelle de la planète. Là, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'endroits sur la planète où il y a la clim dans les écoles. Puis des endroits où il fait chaud, en Europe, prenons juste la France, dans le sud de la France, toute la moitié sud de la France, il fait chaud. L'école finit à mi-juillet. L'école finit à la fête des Français, là, autour du 14 juillet, là, le 12, le 13, finit juste avant. Il y a sûrement des journées où il fait chaud dans les classes, puis ils se sont accommodés, puis ont trouvé... Donc, je sais pas, je trouve qu'on est vite à tirer sur l'interrupteur de l'école. Ouais, puis d'ailleurs, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, semble partager, du moins en partie, là, tes préoccupations. Mais il n'a pas voulu déplaire, quand même. Il a dit qu'il laissait localement chacun le soin de gérer ça. Il a coupé la poire en 2 complètement. Je pense qu'il y a assez de sujets où il est à couteau tiré avec les centres de services scolaires. Il veut pas le piler plus sur leurs gros orteils. Mais quand même, j'ai senti dans ses commentaires, c'est ça, là, on respecte l'autonomie des centres de services scolaires. L'autre dossier politique qui retenait beaucoup d'attention aujourd'hui, c'est les interpellations qui ont été faites, particulièrement du côté des oppositions à Québec, à commencer par Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, qui demandait à François Legault aujourd'hui de joindre sa voix au premier ministre de l'Ontario, M. Doug Ford, ainsi que celui de la Colombie-Britannique, David Eby, pour être capable d'interpeller la Banque centrale du Canada. Parce que c'est demain, mercredi, qu'on va avoir,
un bilan de la Banque du Canada qui va peut-être, on ne le sait pas encore, faire une hausse du taux d'intérêt. Hein, on le sait. Une hausse de 25 points serait peut-être attendue. C'est pas l'avis majoritaire. Non, c'est pas l'avis majoritaire des économistes. Il y a un sondage Reuters qui est sorti. 31 des 34 économistes qui ont été interrogés, eux s'attendent à ce qu'on maintienne le taux directeur. Puis ce qui était plus envisagé, c'était une hausse de taux à mi-octobre, parce que la banque, c'est à tous les 6 semaines là, qu'elle s'exprime. On s'attendait plus à la mi-octobre. Mais là, avec le rapport économique très négatif sur l'économie du Canada de la semaine passée, qui montre un ralentissement économique, qui montre surtout que le secteur de la construction résidentielle, des mises en chantier est très mal en point, en fort ralentissement, en pleine crise du logement, tu construis plus. Je serais pas surpris que la Banque du Canada modère ses ardeurs un peu. Donc, on va attendre. Maintenant, là, c'est une question, c'est une chose de se demander est-ce que la Banque du Canada devrait pas. C'en est une autre, celle que tu nous poses aujourd'hui. Est-ce que les politiciens doivent s'en mêler? Ben, parce que la Banque centrale du Canada, c'est un organisme qui est complètement indépendant puis qui doit maintenir une certaine indépendance. C'est d'ailleurs ce qu'a répondu François Legault aujourd'hui, là, suite à ces demandes-là. Parce qu'on demande, là, ni plus ni moins, là, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, mais de geler ça pour éviter qu'il y ait des Québécois qui s'enfoncent de plus en plus dans la pauvreté. Lui, il demande une lettre, que lui écrirait une lettre ou le gouvernement écrirait une lettre qui serait co-signée par les chefs des partis. Oui, et là, M. Legault, ce que lui a répondu, puis il est allé du même sens que le ministre des Finances, Éric Girard, là, qui avait déjà parlé dans les dernières semaines, là, en marge du Conseil des ministres, en disant que la stratégie de la Banque centrale, pour lui, elle fonctionne pour juguler l'inflation, puis que c'est pas quelque chose qu'on devrait exactement toucher à ce moment-ci. Donc, on refuse d'intervenir du côté de François Legault, ou du moins de demander intervention là, auprès de la Banque centrale du Canada. Mais c'est certain que si on se fie aux derniers chiffres, puis aux dernières instances où on avait l'occasion de monter ou pas le taux d'intérêt, ça a augmenté 10 fois au cours des 16 derniers mois. 2 occasions seulement. On a maintenu le statu quo. À tous les autres moments, on a augmenté d'un pourcentage de points. Mais on se comprend que, d'abord, c'est de la politique pure, parce que sur le fond des choses, la Banque du Canada va défendre son indépendance jalousement et va jamais écouter ce que disent des politiciens, de un. Et de deux, c'est très peu de gens là, qui ont le droit de vote ou de s'exprimer là-dessus. Ils sont une poignée, là, les gouverneurs de la Banque du Canada. Et ils sont un peu comme un jury. Dans les jours précédents de décision, ils sont coupés des médias. OK. Il y a un huis clos, là. Mettons que François Legault avait dit oui aujourd'hui, puis que, mettons qu'il avait fait ça vite, là, rédige la lettre, la signe, des chefs de parti, à 5 heures à soir, la lettre est signée. Elle est envoyée, Poste Canada, courrier recommandé. Les gens qui prennent la décision, la remarque probablement qu'elle est déjà prise à cette heure-ci, mais les gens qui prennent la décision à la Banque du Canada l'auraient même pas su. Ils sont en huis clos. Oui, ils l'auraient même pas su. Bon. Et advenant qu'il a maintenu le taux d'intérêt, mettons, qu'il a décidé de ne pas l'augmenter, là, qu'il l'a maintenu à ce niveau actuel, peut-être que les politiciens auraient pris le crédit en disant, ben là, c'est grave, avec des interventions comme la nôtre. Oui, mais ça, c'est de la bonne politique. Oui, monsieur, alors que dans les faits, l'autre l'aurait même pas su. Oui, bon, ben ça a été de la bonne récupération. Là, à voir, évidemment, c'est demain, une grosse décision qui va quand même, Mario, parce qu'il faut le rappeler en sous-texte de tout ça, ben si les taux directeurs augmentent, ça vient quand même affecter beaucoup de Québécois, beaucoup de Canadiens. Pour les détenteurs d'hypothèques, c'est de l'ultra sensible. Moi, si tu me demandes mon opinion, je pense que là, la lutte à l'inflation est vraiment engagée. J'ai vraiment l'impression que la Banque du Canada est en train de gagner son pari. L'économie ralentit, les mises en chantier. C'est que tu veux combattre l'inflation, mais tu as des dommages collatéraux. Alors, j'espère que les augmenteront plus. Mais on veut pas voir les politiciens. Parce que faut s'imaginer l'inverse. Mettons que là, tu te mets à voir de la politique, que le gouverneur de la Banque du Canada prend ses ordres de la politique, là. Il y a des pays là, qui ont scrappé leur monnaie avec ça, des pays qui ont causé des taux d'inflation à 50% puis à 100% annuellement, parce que là, le marché financier perd toute confiance dans la monnaie. Là, c'est le premier ministre décide d'avoir des idées de dépenses puis qui se fait imprimer de l'argent, des dévaluations de monnaie ridicules. Donc, l'idée d'avoir une banque indépendante qui joue juste un rôle, une stabilité monétaire. C'est-à-dire, moi, je t'assure une stabilité monétaire, ton dollar canadien va garder sa valeur, un petit 2% d'inflation. Tout le reste, avec une monnaie stable, le gouvernement peut organiser tout le reste. Oui. Mais ça, je pense que c'est souhaitable. Et c'est un mélange, c'est un petit peu de l'opportunisme politique mélangé avec un peu de populisme que de dire aujourd'hui, ben là, les politiciens devraient intervenir pour la Banque du Canada. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
Un dossier ce matin présenté dans les pages du journal La Presse, Mario, qui rapporte encore une fois un bel exemple de bureaucratie peut-être un peu abusive dans le système de santé québécois. D'inefficacité profonde aussi. Ouais. D'inefficacité incrustée. Ce qu'on apprend, c'est que selon là, certaines données qui seraient sorties, un constat, entre autres, là, dans tout ce qui est de soins à domicile, rapporté dans un document de travail, donc je le disais par la presse, on dit que ce serait là, à peu près 70% du temps du personnel soignant, donc les gens qui s'en vont faire les soins à domicile, 70% de leur temps, c'est des tâches administratives puis des déplacements. Ce serait donc là, du temps où on ne voit pas personne. Là, il reste 30% où on est en train de donner des soins aux patients. Oui, on dit qu'après ça, c'est numériser des ordonnances, retranscrire des notes, évidemment, tout ça manuscrit, parce qu'on n'a pas fini de numériser l'ensemble de nos documents dans le niveau de la santé. Il faut les envoyer à quelqu'un. Ouais, fax? Un fax, la méthode la plus efficace en 2023 pour rejoindre quelqu'un, bien évidemment. Vous comprendrez que je suis sarcastique ici. Puis là, après ça, c'est tout le trouble de bureau, puis au travers de ça, Mario, les déplacements. Déplacements qui sont excessivement lourds. Ouais, les témoignages que j'ai eu aujourd'hui, parce que moi, je dois avouer, j'ai capoté sur ce nouvelle-là matin. Ça m'a tellement choqué et attristé. Puis je trouve que c'est la pire affaire. Parce que ça fait quelques années qu'on nous dit, là, c'est sérieux au Québec, là, on est en retard, il faut investir dans le maintien à domicile. Et le gouvernement libéral avait commencé, la CAQ a continué sérieusement, là, on peut pas chialer. Ils ont mis pas des pinottes, là, des centaines de millions de supplémentaires dans le maintien à domicile. Puis là, tu te rends compte que 70% des sommes, c'est pour... tu vois pas de patient. Être sur la route, je comprends bien que si tu donnes du soin à domicile, par définition, tu vas être sur la route. Mais la somme de la route puis du travail de bureau, 70%. Dans certains cas, le travail de bureau prend encore plus de place. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça, là? Quel bordel! Ça, c'est décourageant. Tu te dis, OK, mais comment on va reprendre le dessus? Le seul point positif, c'est que le document dont la presse a obtenu copie, c'est un document commandé par la ministre. C'est qu'on peut au moins se dire, la nouvelle ministre des Aînés, Mme Bélanger, oui. Elle est consciente. Si elle a commandé un rapport, ça veut dire qu'elle, comme on dit, son petit doigt, il a dit, ou quelqu'un il a soufflé à l'oreille, il y a quelque chose qui marche pas, là. Oui. On met de l'argent, mais non, la quantité de services augmente pas. T'sais, la quantité de services augmente pas proportionnellement avec l'argent qu'on ajoute, les fortunes qu'on ajoute. Il s'en perd à quelque part. C'est comme si tu mets de l'eau dans un tuyauterie, puis il n'en arrive pas à l'autre bout. Tu dis, mon tuyau est pété à quelque part. Mon tuyau est... Ça coule, ça fuit. Il est fui, il est déhanté ou il est cassé à quelque part, mais je perds de l'eau. Là, tu dis, je mets de l'argent, puis j'ai pas les services proportionnellement. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. La ministre a commandé un rapport. Mais le contenu du rapport, c'est à pleurer. Puis là, après ça, le gouvernement dit, ouais, là, on va faire les changements pour rendre ça plus efficace. Mais plus efficace, c'est tellement inefficace. Ouais, j'entends qu'à Montréal, il y a le problème du trafic. Ouais, ça, c'est déprimant un peu parce que j'ai contacté aussi aujourd'hui, je me suis entretenu avec quelqu'un, entre autres, d'une clinique privée qui offre des services de soins à domicile semblables, mais privés. Puis eux m'ont dit, regardez le trafic, les embouteillages, les comptes partout. Ça, c'est réel. Il dit, ça nous prend tellement de temps de trouver juste du stationnement. Tu t'en vas chez quelqu'un, t'as pas tes vignettes, t'essaies de trouver de la place, tu fais 3 fois le tour de la rue. Puis on se comprend, là. C'est pas nécessairement la faute du ministère des Aînés au travers de ça, de trouver du parking, mais c'est quand même... Mais par contre, dans le privé, ils disent le travail de bureau, ça, minimum. Couper au maximum là, tout ce qui est inutile comme paperasse. Puis pour des systèmes, là, soit dit en passant, même dans le privé, du moins pour ces cliniques-là avec qui je me suis entretenu, c'est encore manuscrit papier aussi. Là. Ils ont encore beaucoup de choses qui sont pas numérisées. Pourtant, on a quand même moins de contraintes là, au niveau de tout ce qui est là, des notes à retranscrire, des numérisations après ça d'ordonnances. Ouais, c'est sûr qu'on a encore un autre bel exemple comme ça d'inefficacité bureaucratique jumelé avec la déprime du trafic puis des travaux auxquels on semble confronté constamment. C'est pas la grandeur du Québec. C'est surtout, je pense que le problème majeur du trafic, c'est surtout pour ceux qui interviennent à Montréal. Le procès des organisateurs du soi-disant convoi de la liberté, ça nous ramène quand même en arrière, Mario, mais c'est aujourd'hui que ce procès-là s'ouvre. 22 témoins qui vont être appelés par la barre, par la couronne dans le procès de Tamara Litch et Chris Barber. C'est juste les 2 organisateurs principaux qui ont un procès. Mais eux ont un procès. Il va y en avoir un autre aussi qui est censé se tenir pour Patrick King. Pat King, qui est l'organisateur, lui, le vraiment plus radical du convoi de la liberté, qui avait, entre autres, là, il était soupçonné d'avoir des associations avec des groupuscules d'extrême droite, là, au groupe
identitaire, également suprémaciste, autour de M. King. Là. Lui, c'est plus tard cet automne, parce qu'il avait tenu sur des réseaux sociaux, entre autres, là, des propos complètement incendiaires en disant que la seule manière de mettre fin à tout ça, c'était que Justin Trudeau se ramasse une balle dans la tête. Là. Donc, on est plus près des menaces de mort envers un officiel élu qu'autre chose. Mais pour ce qui est de Mme Litch et M. Barber, mais eux, c'était vraiment le noyau là, des gens qui ont incité des milliers de camionneurs à se rendre dans le centre-ville d'Ottawa pour paralyser tout ça. Et eux, c'est des accusations de méfaits, d'intimidation puis d'entrave au travail des policiers, en plus d'avoir conseillé à d'autres personnes de commettre des méfaits. J'ai pas tout suivi aujourd'hui, mais ce que j'ai compris, c'est qu'eux semblent baser une partie de leur défense sur l'incompétence des autorités, là. Oui, en partie en disant que nous, c'était un mouvement qui était décentralisé. C'est ce qu'eux n'arrêtent pas de dire, en disant on n'est pas vraiment les leaders de ce mouvement-là, même si à un certain moment, il était clair que c'était eux qui, en bon français, calaient les shots. Là. C'était eux qui disaient, qui prenaient des décisions pour le reste des gens autour. Mais bon, eux, ce qu'ils disent, c'est un mouvement décentralisé, les gens sont venus un peu par eux-mêmes, puis si la police avait été mieux organisée... Oui, on s'est présenté à Ottawa, ils nous ont laissé rentrer dans la ville, ils nous ont laissé nous installer. Oui, puis ce qui est spécial, Mario, c'est que dans tout ça, même si, on s'entend, ça peut sembler une défense un peu poreuse quand on leur reproche, entre autres, toutes sortes de méfaits, de l'intimidation même, mais quelque part, le travail des policiers a été tellement inefficace à Ottawa, puis a tellement été sévèrement blâmé. Il pourrait obtenir une absolution là-dessus. Là. Il pourrait éviter d'être condamné. T'sais, un acquittement basé sur le fait que, là, ils se sont installés là, personne ne les a empêchés, on les a laissés faire au début, mais là, une fois que tu es installé... En tout cas, je dis pas, là, mais on va suivre ça. Oui, puis ça va être intéressant parce que, évidemment, parmi toutes ces personnes qu'on va entendre, on va avoir, entre autres, le maire d'Ottawa, Jim Watson, l'ex-maire d'Ottawa, plutôt, qui va se présenter sur place. Puis là, M. Watson va faire partie de ces témoins qui vont pouvoir expliquer, là, il est appelé par la couronne, donc pas par la défense, mais va devoir, encore une fois, rebrasser les vieux dossiers, Mario, parce qu'on se souviendra, la police d'Ottawa, la ville d'Ottawa, le gouvernement ontarien ont tous été blâmés à un certain degré en disant, là, ça a pris tellement de temps pour réagir. Les autorités, il y avait même eu, on se souviendra, des rapports qui avaient été donnés aux autorités d'Ottawa en disant, hey, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui se rassemblent, ça va être énorme, ils s'en viennent paralyser votre centre-ville, préparez-vous. Finalement, ça avait bloquez-les sur l'autoroute avant qu'ils rentrent. Oui, alors finalement, ça avait été un dossier bien qui a été assez controversé. C'est même un procès qui va être suivi au Canada. Là. Je pense que oui, Mario, je pense que oui. Donc, ce sera à suivre. C'est prévu de s'étirer sur 16 jours. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. La compagnie aérienne Air Canada, Mario, a fait parler d'elle encore jusqu'à l'international aujourd'hui. Pas pour les bonnes raisons. Pour une autre fois, Mario, pas pour les bonnes raisons, parce qu'il y a une histoire qui a été reprise lors d'un vol qui s'est déroulé le 26 août dernier entre Las Vegas et Montréal, qui partait donc de Las Vegas et qui a été repris. Aujourd'hui, c'est CNN, un grand média américain, qui reprenait cette nouvelle-là en expliquant qu'il y aurait 2 passagères d'un vol d'Air Canada qui auraient été ni plus ni moins expulsés du vol parce qu'elles ont refusé de s'asseoir dans des sièges où quelqu'un avait vomi dans le trajet précédent. Une histoire qui a été tout d'abord racontée par une autre personne qui était située, là, cette personne-là, derrière les bancs, puis qui a assisté à toute la scène en disant, regardez, les 2 femmes sont arrivées, ça puait le diable, là, ni plus ni moins, une odeur nauséabonde, pour être poli, sur les 2 sièges. Il y avait même encore des taches, des résidus sur les sièges. Il semble-t-il que la boucle de ceinture était même humide encore d'éjection, pardonnez mon terme, là, de ce qui s'est passé juste avant. Et là, la madame, l'hôtesse de l'air à ce moment-là, leur a dit, regardez, on n'a pas le choix, je m'excuse, il n'y a pas d'autre siège, vous devez vous asseoir là-dedans. Passagère, on les comprend, on dit, hors de question qu'on soit assise dans le vomi pendant 5 heures. Finalement, le superviseur d'agent de bord s'est pointé, a amené des couvertures, des lingettes pour tenter de nettoyer, mais leur a dit, vous n'avez pas le choix. Le pilote a fini par intervenir face à l'obstinade en disant, regardez, vous avez 2 choix, je vous avais été impoli avec mon agent de bord, donc soit vous quittez le vol, vous organisez un autre vol à vos frais, ou on appelle la sécurité puis on vous escorte dehors. Les 2 options qu'on aurait laissées, c'est finalement ce qui est arrivé. On aurait donc appelé des agents de sécurité pour escorter les 2 femmes à l'extérieur du vol. Plus tôt cette semaine, c'était le média Insider, entre autres, qui rapportait tout ça en disant que Air Canada avait refusé de commenter. Ils ont fini par s'excuser aujourd'hui, Mario, après que CNN les ait finalement contactés en disant regardez, on va investiguer tout ça, on comprend pas le comportement là, des gens à bord, ça ne reflète pas nos politiques chez Air Canada. Quand même spécial. On dit qu'ils ont mis des graines, ils auraient mis des graines de café dans la poche du siège, ainsi que du parfum pour tenter de masquer l'odeur sur le siège. C'était ça les solutions qu'on leur donnait.
spécial quand même de voir Air Mais Canada c'est pas, encore là-dessus. écoute, c'est du grand Air Canada. Il n'y a rien qui m'étonne, rien. Mais je veux dire, mettons qu'est-ce que tu fais avec ça, par exemple? C'est quoi la solution? T'as pas le temps de faire un lavage à fond? Je me demande juste, c'est quoi la procédure quand quelqu'un Parce que fait un dégât aussi majeur sur un siège? Qu'est-ce qui... Les sièges, ça se démange, je pense. Ils ont-tu des sièges de remplacement? Oui, parce que là, c'est ça, c'est spécial. Là, parce que on se comprend. Là, peut-être que les agents de base, à ce moment-là, sont sur un horaire de fou. Ils ont essayé de nettoyer. Il n'y a rien pas de solution, à faire. Le là. dégât est trop important. Pas de solution. Puis si les places sont toutes vendues à bord... Ouais, il y a peut-être rien que tu peux faire dans ce temps-là. Ben, je sais pas, tu contactes ton service à la clientèle, tu dis, regardez, ces deux dames-là, vous leur trouvez un nouveau vol immédiatement. Ouais, c'est ça. Mais... Tu te mets en mode solution pour le client. Mais non, là tu dis, on va mettre un peu de parfum, un peu de graines de café, ils vont sûrement rien sentir, puis quand ils veulent pas s'asseoir dedans, tu menaces de les expulser avec la sécurité. Non, c'est ce bout-là. Mais c'est ça. C'est la notion de service à la clientèle. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette compagnie-là. Puis, sais-tu quoi? Ça a l'air d'être de pire en pire parce que souvent, il me semble que peut-être c'est des hasards de mes expériences, mais des agents de bord d'une autre génération, puis tout ça, j'avais l'impression qu'il y avait encore des réflexes qui dataient d'une époque où le service à la clientèle, c'était prioritaire. Mais on dirait que plus le temps passe, pire c'est. Le Monde. À l'international, maintenant, Mario, il y a des conjectures qui s'étirent sur les réseaux sociaux en ce moment. Gros débat. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Mais ça commence au moment où l'Inde, le pays, bien évidemment, a envoyé une invitation officielle aux dirigeants du G20, un sommet qui doit se tenir la fin de semaine prochaine à New Delhi. Et là, c'est que sur les cartons d'invitation qui ont été envoyés aux différents dirigeants qui doivent s'y rendre, c'est écrit que le président du Bharat, Narendra Modi, va les recevoir. B-H-A-R-A-T. Oui, B-H-A-R-A-T. Et donc pas le président de l'Inde, parce que Narendra Modi, c'est bel et bien le premier ministre, le chef du gouvernement de l'Inde. Et c'est spécial parce que ça fait déjà un moment que son gouvernement, à lui, essaie de supprimer des symboles de la colonisation britannique un peu partout en Inde, un pays qui a été colonisé, bien évidemment. Et ce qu'on dit, c'est que dans les premiers textes, les anciens textes hindous écrits en sanskrit, entre autres, mais on réfère à l'Inde, le pays, comme le Bharat. Et non pas comme l'Inde, un terme qui aurait été amené par, justement, les Anglais à l'époque de la colonisation. Il y a déjà ce remplacement de ce mot-là. Il y avait l'obsession de tout appeler l'Inde. Ils sont arrivés en Amérique du Nord, c'était l'Inde, les Indiens. C'était l'obsession. Partout ce qui débarquait, c'était l'Inde. Oui, exactement. Puis là, ça fait déjà un petit moment que c'est même dans la Constitution, on peut parler de l'Inde comme le Bharat et l'Inde. Les deux termes sont acceptés. Mais là, de faire comme ça une invitation mais c'est la première fois que l'Inde elle-même, se décrivant à l'échelle internationale ou dans des grands sommets du monde, utilise le terme, là. Et c'est la chaîne de télévision News 18, entre autres, qui aurait eu des sources gouvernementales. Eux citent en disant que le gouvernement a convoqué une session extraordinaire du Parlement plus tard ce mois-ci. Ont été complètement discrets quant à la teneur de cette session extraordinaire-là. Et les rumeurs, en ce moment, disent que ce serait une résolution spéciale dans le but de donner un statut prioritaire, quand on parle du nom du pays, au Bharat et non pas à l'Inde. Et là, bien sûr, sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme. Le gouvernement n'a absolument rien confirmé ou infirmé au travers de tout ça. Le débat est lancé. Il y a des figures publiques, là, par exemple, un ancien joueur de cricket très connu en Inde qui, lui, a approuvé cette décision-là, l'a applaudi. Les nationalistes, même chose. Ceux qui s'en foutent un tout petit peu disent, le monde nous connaît comme l'Inde. Vous allez changer le nom du pays. Qu'est-ce qui va se passer? Puis personne ne va nous reconnaître. Je serais plus inquiet si c'était un minuscule pays. Là, vous allez mêler dont on parle une fois par siècle. Vous allez mêler tout le monde. Mais là, l'Inde, excuse-moi, c'est le pays... Présentement, là, c'est dépassé la Chine, c'est le pays le plus populeux du monde. Oui, il y a du monde au pied carré. Un des pays qui va avoir la plus grosse croissance économique, qui va devenir de plus en plus clairement le plus populeux du monde, qui va dépasser de plus en plus... Là, ils ont juste passé au-dessus de la Chine ou à peine, mais vont passer clairement au-dessus de la Chine. Si l'Inde a un nouveau nom, ça va être assez gros que ça va valoir la peine de l'apprendre. Ouais, et là... Qui sommes-nous pour décider du nom d'un pays à l'autre bout du monde? Ça, Mario, qui sommes-nous? Mais il y a des gens... qui vont garder les mêmes costumes traditionnels. Parce que moi, je pense à M. Trudeau qui a ses costumes traditionnels. Il va falloir qu'il change sa garde-robe. Faudrait pas qu'on lui dise tous tes costumes sont plus bons, là. Ouais, ça serait si triste. Le pays change de nom, là. Il en ferait une syncope, Mario. Tu sais qui y va en fin de semaine, là? Il s'en va jusqu'en Inde? En Inde, oui. Pour le G20. Oui. Puis,
Semble-t-il qu'il n'y a rien dans ses bagages de... Ils n'ont pas permis d'amener une valise. Non. On va l'amener pour vous, M. Trudeau. On va faire votre valise. Exactement. Ses conseillers ont fait sa valise. Je tiens à dire, Mario, en terminant aussi, que dans toutes ces spéculations-là qui sont rapportées, il y a des médias locaux au Pakistan, puis même là, le compte South Asia Index là, sur X, feu Twitter, qui rapporte toutes sortes d'événements politiques dans l'Asie du Sud. On dit que le Pakistan serait intéressé à récupérer le nom de l'Inde si l'Inde décide de le céder à l'ONU devant le monde entier. Parce que semble-t-il que la grande région là, qui entoure évidemment le Pakistan et l'Inde, on pourrait donner hindou, donc le terme Inde, pour cette région-là. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est les médias pakistanais qui rapportent ça pour l'instant. Mais bon, est-ce qu'on pourrait jouer à la chaise musicale avec les noms de pays? Qui sait? Moi, je pense à tous les globes terrestres qui sont plus bons. C'est ça qui m'attriste. Moi, j'aime les globes terrestres. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.